C'est parti. Hey, salut tout le monde. Ça parle foot au lac. Ben oui, ça parle foot au lac. Encore une émission. On se lance encore dans d'autres idées, dans d'autres concepts un peu, espacesoccer.com. Je suis pas avec mes collaborateurs habituels, mes chums de soccer un peu. On y va à large un peu. Ça parle foot au lac avec. On a fait le tour des clubs régionaux de Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais là, on est allé un peu plus loin. On dépasse le Saguenay-Lac-Saint-Jean un petit peu. Et ça parle foot au lac avec 3 directeurs techniques, un de notre région et 2 de régions différentes. Donc, j'aime vous les présenter. Olivier Chartier de ma région. Désolé, Michel, on va revenir par rapport à ce qu'Olivier a dit en entrejeu. Là. Olivier Chartier, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut, Olivier. Bonsoir à tous. Merci, Benoît, de ton invitation. Donc, oui, Olivier Chartier, directeur technique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça va faire 6 ans bientôt que je suis le DTR de la région. Auparavant, DTR au club de soccer de Jonquière. J'étais aussi DTR à Trois-Rivières dans un club de soccer. J'ai commencé dans des petits clubs également auparavant. J'ai entraîné 6 ans universitaire aussi chez les filles à l'UQAC. Donc, un réel plaisir pour moi d'être là ce soir. Puis maintenant, je passe le ballon en profondeur à mon ami Michel Couturier. Salut, Michel. Merci Olivier, salut Benoît, salut Sébastien. Fait que je suis bien content d'être avec vous autres. Moi, je suis au centre du Québec. Je ne sais pas si je vais parler de mon CV, mais je suis très impliqué au soccer, vous voyez, par mes cheveux blancs depuis plusieurs années. Fait que j'espère de profiter de cette belle expérience avec vous autres ce soir. Fait que j'en dirai pas plus. Je pense que je vais avoir le moment d'expliquer certaines choses là, par rapport à moi. Yes, bien content de te rencontrer, Michel. Et le troisième, non le moindre, qui a passé dans notre région aussi, Sébastien Sylvestre. Salut, Sébastien. Salut, Benoît. Salut, Olivier. Salut, Michel. En effet, je suis, juste petite correction, là, moi, je suis le représentant de l'Abitibi-Témiscamingue. Officiellement, bon, je ne suis pas de DTR, là, mais je suis impliqué énormément au niveau de la région. Comme tu l'as mentionné, anciennement impliqué au Saguenay. Puis là, je suis retourné dans ma région natale pour faire profiter de l'expérience que j'ai acquise chez vous, là, ici en Abitibi. Yes, c'est bon. Salut. Salut les gars. Merci d'être là en passant. Merci d'être là. C'est très intéressant. Donc, écoute, on a comme 2 volets dans notre émission. Ça parle foot au lac. Le premier volet qui touche un peu l'aspect d'été des régions, des gens avec qui on a parlé. On va prendre cet aspect-là. On a des thèmes qu'on s'est jasé un petit peu ensemble. Et le deuxième volet sera un petit peu côté planète foot, un peu ce qui se passe sur le monde du soccer, les qualifs du Canada, le U23, l'équipe A, un peu le CF Montréal, une petite discussion autour de ça. Et à la fin, on fera nos prédictions pour la Ligue des champions. Déjà, la semaine prochaine, les quarts de finale. Donc, nos DT nous diront leurs prédictions là, des quarts de finale au grand gagnant 2021. Donc, en entrée de jeu, écoute, dans notre premier volet, les gars, on va commencer ça tout de suite. Le premier thème qu'on s'est donné, la reconnaissance des clubs. Un gros thème partout dans la province, partout au Canada aussi. Michel, je te donne le début de la discussion, la reconnaissance des clubs. Ah, ça a été je pense qu'au début, on a entendu parler de ça. Ça a été un tremblement de terre. Je pense que ça a secoué beaucoup les clubs dans la province. Mais en même temps, je pense qu'on était dû pour un changement. Je pense qu'on était rendu là dans le soccer. On a beau se péter les bretelles à dire qu'on est le sport où il y a le plus de membership. Mais en même temps, il faut se poser des questions dans la façon dont on donnait l'offre de service. C'est bien de dire qu'on amuse les enfants, mais il fallait définir un cadre de club. Ça veut dire le club qui voulait faire du haut niveau, puis ceux qui veulent se contenter de rester. Mais je dis, moi, mon rôle comme club, c'est de faire jouer les enfants. Je pense qu'il fallait le définir. Et c'est bon, mais en même temps, c'est comme j'ai bien dit au départ, c'est certain que ça change les us et coutumes, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Puis je pense qu'il faut laisser le temps de placer les choses. J'ai l'impression que le gagnant ou la gagnante qui va être là-dedans, c'est le joueur, la joueuse. Chaque enfant a le droit d'avoir un entraîneur formé, certifié. Je prends souvent l'exemple, puis je ne veux pas prendre le plus de temps de mes collègues, mais quand vous inscrivez votre enfant en gymnastique, il me semble que l'enfant qui arrive en gymnastique, il est certain qu'il y a un entraîneur formé devant. Nous, on travaille beaucoup avec des parents bénévoles. Puis, une chance pour les hommes, mais en même temps, l'enfant a besoin d'être encadré. Puis je pense qu'on a besoin d'une expertise. Il ne faut pas tasser les parents, mais il faut réfléchir. Puis c'est peut-être là le choc. C'est former tout ce monde-là à faire en sorte qu'il y ait un environnement gagnant pour le participant et la participante.
Effectivement, tu as entièrement raison. Là. Puis le membership, l'immense membership du soccer fait en sorte que tout ce que tu viens de dire là n'est pas évident et partout dans les clubs à travers la province, j'en suis certain. Sébastien, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à Michel, ce que tu viens de dire? En fait, ça coupait un petit peu. Là. Moi, j'ai pas. Je ne sais pas si c'est mon Internet. Je n'ai pas tout saisi, mais je pense que j'en ai compris quand même là, le sens. Mais non, moi, c'est sûr que je pense un peu comme Michel. Là, je pense que on était dû. C'est vraiment la reconnaissance de club. C'est vraiment une belle initiative. Théoriquement, c'est très, très riche pour les joueurs, pour les membres, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est une grosse transition, donc ça change, ça nous sort de notre zone de confort. Puis, il y a beaucoup encore de zones grises qui restent à déterminer, mais je pense que l'important, c'est l'essence derrière tout ça qui est important. Puis, en effet, là, les seuls qui vont pouvoir en bénéficier, c'est les joueurs et les joueuses. Là. Ça, c'est sûr et certain. Après ça va être de s'ajuster, là, puis d'être très compréhensif, tout le monde, autant les clubs que les parents. Mais non, moi, j'y crois beaucoup, honnêtement. Puis, tout ce que Soccer Canada, Soccer Québec font depuis les dernières années, là, c'est assez intéressant pour notre sport. Là, parce que, Michel l'a dit, on perd en membership, alors que pourtant, il y a de plus en plus d'équipes professionnelles en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de compétitions, etc. Le sport gagne en popularité. Puis oui, il y a des facteurs qu'on n'a pas le contrôle. Il y a beaucoup de sports qui émergent, puis bon, il y a de la compétition, mais reste qu'il y a des choses qu'on pouvait contrôler à l'intérieur, puis c'est vraiment de l'approche directe du service offert aux joueurs et à l'athlète. Olivier, d'autres choses à ajouter si tu veux, ou sinon on passe à l'autre point, vas-y. Ben oui, parce que, tu sais, on a parlé, Michel et puis Sébastien en ont parlé longuement, mais souvent, ce qui arrivait auparavant, avant le programme de reconnaissance de club, peut-être il y a 10 ou 15 ans dans le soccer, dans le foot au Québec, c'est que à l'âge de 8 ans, à l'âge de 9 ans, tu étais catégorisé. OK, toi, tu es un joueur de A. Exemple, toi, tu es un joueur de niveau local. Puis après ça, ben, ça faisait qu'exemple, dans le A, ben, tu avais les meilleurs éducateurs. Puis dans le local, tu avais les éducateurs qui étaient un peu moins formés. Mais en réalité, c'est qu'à cet âge-là, ça change tellement. Là. Ça change d'une année à l'autre. Puis là, le jeune qui était retranché à 9 ans, ben, il n'avait plus le goût de jouer au soccer nécessairement. Donc, il abandonnait le foot, tout simplement. Bien honnêtement, je pense que chez les 12 ans et moins, comme on veut mettre en place là, depuis l'année dernière, partout au Québec, il n'y a plus de sélection, il n'y a plus de A, il n'y a plus de local. Jouer au foot, jouer au soccer, toucher au ballon. Le développement individuel de l'athlète, c'est la priorité. Puis on n'est pas le seul sport à se remettre en question par rapport à ça. Puis il faut se remettre en question. Il faut que tout le monde se remette en question. Et puis, y compris Soccer Canada, Soccer Québec, les régions. Donc, honnêtement, je pense qu'on fait un pas vers l'avant de ce côté-là. Avant qu'on ressente nécessairement les bénéfices de tout ça, ça va prendre peut-être certaines années. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de majeur qu'on vient d'accomplir, de ne pas catégoriser les jeunes à l'âge de 9-12 ans, puis de ne pas dire, exemple, toi, tu es A, toi, tu es local, toi, tu as le meilleur éducateur, toi, tu as l'éducateur le plus faible, ton développement est brimé à cause de ça. Okay. C'est extrêmement important. C'est sûr que c'est un grand chambardement pour les clubs partout au Québec, mais comme vous le dites, je pense que vous êtes pas mal les trois dans le même sens. C'est que c'est pour le jeune et c'est pour les joueurs, tout ça. Là, le but, c'est ça, de ne pas envoyer son jeune là, bien encadré, bien entouré pour son développement. Écoute, j'embarque tout de suite, les gars, parce que ça brasse aussi au sport-études, les programmes sport-études. Vous êtes très impliqués, vous êtes très là dans ce milieu-là, au niveau des jeunes, au niveau scolaire. Il y avait le point là. L'évolution des programmes sport-études. Comment vous voyez ça, la suite des choses? Là? Exemple, Olivier, vas-y, Olivier. Bon, ben, on vient de parler des 12 ans et moins. Il faut qu'on développe les jeunes individuellement, il faut qu'ils touchent au ballon, il faut qu'il y ait le même service pour tout âge. Dans mon sens à moi, éventuellement, ce qu'on doit créer, c'est qu'on doit créer une phase où, jusqu'à exemple, à l'âge de 13 puis 14 ans, ben, les jeunes qui ont le goût de faire du haut niveau, il faut les mettre dans une structure de haut niveau. Okay? Les jeunes qui ont le goût de jouer plus dans du récréatif, on doit les mettre dans une structure plus récréative, on pourrait dire. Et puis, c'est là où je trouve que peut-être qu'on doit améliorer les choses dans les années futures, où, exemple, le jeune qui a le goût de jouer du haut niveau, il faut qu'il joue du foot à 11. Il faut qu'il joue du foot 9 contre 9, 11 contre 11 à 13, 14, 15, 16 ans.
Je pense aux pays d'Europe. Pourquoi les pays d'Europe sont si forts au foot? Mais les jeunes, excusez l'expression, mais les jeunes, ils jouent au foot à 11, au foot à 9, 365 jours par année. T'sais? Pourquoi on est bon au hockey? Mais les jeunes, ils jouent sur une glace, une grande glace, 365 jours par année. Fait que, au niveau des programmes sport-études, donc, pour clore ce que j'ai à dire, c'est que, évidemment, dans les clubs provinciaux et nationaux, il y a des clubs qui vont être capables d'offrir, exemple, 3, 4 activités par semaine de foot à 11 contre 11. Okay? Mais dans des régions qui sont un peu plus petites en membership, mais peut-être qu'exemple, le développement peut passer dans les programmes sport-études, surtout pour les jeunes, exemple, qui viennent des petites municipalités, comme exemple ici, nous, à Dolbeau, dans le centre du Québec, un jeune de Bécancour, un jeune de Lassar en Abitibi. Éventuellement, il faut qu'il puisse toucher à ce niveau-là dans sa région. Michel ou Sébastien? Michel, tu peux faire suite à ça? Ben, dans mon ancienne vie, j'ai été impliqué à mettre en place plusieurs programmes sport-études, puis dont le soccer, mais aussi d'autres disciplines. Il faut se rappeler pourquoi ça sort les programmes. Justement, c'est un premier pas dans le développement de l'élite. Et actuellement aussi, les écoles ont embarqué dans ce projet-là. Ça permettait aux jeunes qui aimaient moins l'école de pouvoir s'investir dans et apprécier plus leur journée à l'école. Mm-hmm. Ça a fait en sorte que ça a été un bon point, ça. Mais il est vrai que quand tu dis le mot « ça brasse », moi, je pense que ça brasse parce qu'on cherche l'orientation. Parce qu'au début, on disait que c'était pour définir une partie de l'élite, soit régionale, ou pour les amener au meilleur niveau, au niveau provincial ou canadien. Mais moi, je commence à penser aujourd'hui que ce programme-là, ça peut être aussi un développement humain dans quelqu'un qui aspire à faire quelque chose. Puis voici ce que je dis à mes élèves athlètes dans mon programme. Je dis, tu peux faire carrière en soccer. Moi, vous voyez, je suis le plus vieux de la gang, je crois. J'aurais pas dit ça quand j'avais eu 13 ans, que j'aurais pu faire carrière en soccer. Ça veut dire que le jeune, il finit avec une formation d'arbitre, d'entraîneur. Et en plus, avec toute l'adversité qu'il vit dans ce programme, de s'entraîner, d'atteindre ses objectifs personnels, on développe un humain. Ça veut dire qu'on est très complémentaires dans un volet académique et scolaire. Fait que si on joint ces deux choses-là ensemble, bien, c'est gagnant. Mais ça prend des experts. Puis c'est là, je pense que si j'embarque dans ton jeu, puis le mot brasser, ça nous prend une certaine expertise. Là, nous, on est très bons avec le ballon. Mais là, ça nous prend des gens autour pour encadrer, pour former un peu mieux cette personne-là, qui a un objectif, probablement d'aller le plus loin possible en soccer. Et juste faire du pouce, Michel, à ce que tu dis, c'est ça brasse, c'est moi qui ai amené l'élément, mais quand je dis ça brasse aussi, je vais faire la nuance dans le sens qu'on vient de terminer le terme reconnaissance des clubs. Et quand alors je mélange reconnaissance des clubs et sport-études, alors là, il y a comme un mélange des deux atmosphères, là, quand je dis ça brasse, moi, c'est en lien avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis content que tu dises. Puis là, tu vas connaître mon point de vue là-dessus, puis je le tiens à le dire, puis je l'ai dit assez souvent, Olivier m'entend souvent là-dessus. Moi, je pense qu'on ne peut plus se débarrasser d'une région, mais on a besoin du club aussi en même temps. Comment ces deux-là peuvent travailler ensemble pour mettre un programme sport-études plus gagnant pour sa clientèle? Je pense qu'on est rendu là dans les discussions. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre parce que, tu sais, une gestion, moi, là, dans mon quotidien, puis moi, j'ai travaillé comme agent de développement sport dans une commission scolaire anciennement. Et je trouve qu'on vient très bien travailler avec le contexte civil et scolaire. Ce qui me dépasse, c'est qu'on pense que c'est facile de gérer un sport-études. Il y en a des heures à mettre là-dedans. Ça veut dire que pour un club, si un club embarque là-dedans tout seul, tu sais, un club de niveau national, on parle qu'un club national, ça veut dire qu'il y aura le potentiel, mais je ne suis pas certain qu'ils vont embarquer là-dedans. Dans cette gestion-là administrative, surtout s'il est capable de gérer ses propres plateaux et ses propres éducateurs et pas répondre parce que c'est l'école avant tout quand on est dans un programme sport-études. C'est l'école qui est en premier. Le sport est en deuxième. Oh oui. C'est tout travailler avec ce milieu-là. Moi, j'ai des réserves quand un club dit ben, je vais être capable. Puis moi, j'étais au Mistral de Sherbrooke avant. J'y ai pensé. Quand j'étais le DG du Mistral de Sherbrooke, mais j'y ai pensé. Mais je me suis dit, hey, ça me fait plus d'employés à gérer, plus de paperasse à gérer. Attends une minute, là, la région, il fait déjà. Comment je peux travailler avec eux autres? Je pense que c'est un avenue qu'on doit exploiter. Vous autres, Sébastien, en Abitibi, sport-études, il y en a un aussi. Je ne sais pas, peux-tu me dire un peu? Oui, c'est sûr. En Abitibi, le sport-études, il en est à sa première année.
Puis c'est particulier ici. En fait, le sport-études est géré par le club de soccer de Val-d'Or. Donc, en fait, il appartient quand même à SAT, mais étant donné que c'est Val-d'Or qui a les infrastructures, que c'est Val-d'Or avait, bon, c'est pas le seul club à avoir les ressources humaines, mais il y avait les ressources humaines. Le sport-études est géré par le club. Donc, c'est sûr que nous, là, cette dualité-là entre comment l'athlète est géré en club et comment l'athlète est géré au sport-études, bien, pour nous, c'est facile parce qu'on connaît l'horaire des deux. Fait que, c'est un combat qu'on n'a pas à gérer, mais si je peux me positionner quand même là-dedans, ben, c'est que oui, c'est un avenue à explorer parce que je pense que c'est indispensable pour les joueurs. C'est-à-dire que, bon, si on réussit à placer un joueur un jour sur une équipe professionnelle, bon, ben, on va être les premiers à se taper le dos, puis tant mieux, là. Sauf que si on est capable de placer 100% de notre clientèle sur le marché du travail, avec des bonnes compétences, avec des diplômes, dans des équipes collégiales, dans des équipes universitaires, puis qui vont garder cette discipline-là qu'un sport-études leur apporte, c'est indispensable. Fait que oui, il va falloir trouver une manière pour rallier, aligner en tout cas les deux activités ensemble, les activités de club et les activités de sport-études. Puis ça va être une grosse gestion entre les ARS et les clubs. Mais là, c'est ça. Nous, on a la chance de ne pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là. C'est pour ça que l'avenue des concentrations, souvent, c'est intéressant parce que le club gère sa concentration. Puis, il n'y a rien qui empêche une concentration de gérer ton programme comme un sport-études. Bon, il y a certains avantages, en effet, que tu n'as pas, là, mais c'est intéressant pour ça. Oui, c'est le pour ou contre de tout ça, là. Écoute, Olivier, je t'amène sur le point que toi-même, tu m'avais parlé un peu. Ben, écoute, c'est très intéressant. On peut en parler longtemps. Hein? Les gars, vous avez des rencontres où vous jasez à toutes les semaines. Encore, vous me disiez qu'aujourd'hui, vous êtes parlé une couple d'heures. Je vous remercie encore d'être là, encore à soir sur le web. Mais là, tantôt, on prendra le volet 2 puis tout ça. Il nous reste encore un petit point là, avant de débarquer du mode officiel un peu d'été de vos régions. Tu sais. Développement versus la victoire. Olivier, tu avais amené ce point-là. Je te laisse embarquer là, le développement versus la victoire. Toi, vas-y. Ben, c'est un sujet que je trouve qui est quand même délicat, mais que je trouve qui est tellement important à discuter. Puis je pense que peu importe les personnes qui vont écouter la capsule de Ça parle Photolac ce soir, puis peu importe les personnes dans les années futures, on pourrait dire, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est que, exemple, un parent d'un enfant de 12 ans et moins, c'est pourquoi tu inscris ton enfant au soccer? C'est la question numéro 1. Puis deuxièmement, c'est pourquoi tu joues au soccer? T'sais? Puis je trouve que, exemple, des fois, puis nous-mêmes, comme DTL, et aussi des fois, on met tellement l'emphase sur la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Mais on l'a dit au début, hein, la reconnaissance de club, le plus important chez les 12 ans et moins, c'est le développement individuel de l'athlète. Et fait que faut que, dans mon sens à moi, il faut qu'on comprenne que si le jeune, ben, il fait une erreur, on encaisse un but. Des fois, on voit les éducateurs, exemple, en 12 ans et moins, ah, ben là, l'arbitre a pris une mauvaise décision. Oui, mais lui, il apprend aussi, autant que toi comme éducateur, puis autant que les joueurs sur le terrain. Okay? Donc, c'est très, très, très important, à mes yeux, que nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que partout au Québec, que la victoire, là, c'est tellement pas important. C'est le développement individuel de l'athlète. La victoire est importante quand tu joues au CF Montréal, quand tu joues en équipe nationale, puis tout ça. Mais honnêtement, je pense qu'il faut surtout miser sur le développement en premier lieu avant de penser à gagner des matchs de foot. Sébastien ou Michel, avez-vous un point à dire là-dessus? Vas-y, Sébastien, j'enchaînerai après. Ouais, est-ce que je suis le seul que ça. Moi, ça bug énormément. Là. De votre côté, je ne sais pas. Non, t'es le seul. Ah, c'est pas à côté, hein, la Abitibi. Ça peut être ça, hein, je dois être trop éloigné. Moi, écoutez, j'ai peur de me répéter, mais j'entends pas ce que les autres disent, là, mais écoutez, je vais quand même me prononcer. Là. Ben, écoutez, moi, ça a toujours été mon cheval de bataille, là, la victoire. Puis, Oli, tu as été témoin un petit peu. Là, j'ai vécu des saisons avec des équipes où on avait très peu de victoires, mais où j'ai toujours resté optimiste. Puis l'objectif, c'était le développement collectif, mais aussi le développement individuel. Puis pas juste collectif et individuel, mais aussi le développement à l'adversité,
le développement, à tout ce que vivre une défaite, vivre une victoire, se donner des objectifs, de les réussir malgré le score qui n'est pas représentatif ou qui l'est d'un match ou non. Puis il y avait ce matin justement dans notre rencontre, puis je ne me rappelle plus exactement le terme exact, mais de toute façon, tu peux gagner un match puis avoir très mal joué, tu peux perdre un match, avoir très bien joué. Donc, je pense que c'est ça l'objectif. Parce que oui, d'un côté, c'est sûr que le jeune aime gagner. Le coach aime gagner. Mais c'est toujours à quel prix? C'est de ne pas déroger de ton objectif principal, de tes objectifs, de tes missions de club. Mais tout à fait, c'est le développement avant tout. Puis comme Oli l'a dit, pas avant d'être professionnel, pas avant d'être universitaire. Encore là, c'est toujours débattable. Yeah. Ben, moi, j'aime ça gagner. Moi, j'aime ça gagner. Je ne vous le cache pas. J'adore gagner. Puis quand je joue aux cartes, je veux gagner. Mais pas dépendre de vous, les gars. C'est là que la nuance. Moi, je vais jouer pour essayer qu'il va falloir que tu travailles fort pour me battre. Je vais travailler, si je coach une équipe, je vais arriver avec l'équipe le plus près possible parce que je veux de l'adversité. Où ça me dérange, c'est quand les gens fêtent de joie après le 6e but contre moi. Ou que moi, j'ai compté plus de buts que l'autre, mettons 10 buts. Et il y en a qui, c'est comme s'il y avait des estrades, ça chantait des chansons. Je suis d'accord avec Olivier, quand c'est pro, ils sont obligés de gagner, eux autres. Mais gagner pour humilier, ça me dérange au plus haut point. Ouais. Puis c'est là que ça touche l'estime de l'enfant, tout le monde. Il y en a qui décrochent du sport, de la compétition à cause de ça. Puis on a un problème de recrutement féminin. Puis, il faut regarder cette avenue-là. Puis j'aime bien la façon qu'Olivier a approché. Il dit, posez-vous la question pourquoi vous inscrivez un enfant, puis vous êtes dans les estrades en train... Ça n'a pas changé. Hein? Ça fait plus de 40 ans que je suis impliqué en foot. Puis je vois souvent un parent à côté du gardien de but de l'équipe adverse pour déranger le petit gardien de but de 10 ans, 12 ans pour nuire à sa concentration. Je dis, voyons donc. C'est quoi ça? Cet enfant-là, s'il devient bon, il va rendre le fils de son gars meilleur. Et si c'est un échange, puis c'est là qu'à un moment donné, l'adversité, j'ai besoin d'adversité pour devenir meilleur, mais je vais toujours jouer pour gagner. Il ne faut pas enlever cette philosophie-là, parce que c'est ça qui rend le principe meilleur, mais dans le respect. Moi, je suis en accord à 100% avec Michel. Puis, ce que je dis souvent à mes athlètes, c'est à la base, à la fin d'un match, la chose la plus importante, c'est qu'il faut que tu sois fier de ta performance. Exact. Tu peux avoir perdu un match, puis être fier de ta performance. Puis ça, c'est tellement, mais tellement important. Je dis tout le temps, il faut sortir du match, puis pas avoir de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets. On a perdu 2-1, parfait. Est-ce qu'on a bien joué? Oui. Good. C'est là où on doit aller. Puis Sébastien, il a soulevé un point, puis tu as parlé de côté féminin, Michel, puis pour moi, à mes yeux, il est tellement important. Il y a le développement social aussi dans le sport, qui est excessivement important, puis que chez le côté féminin, il l'est encore plus, puis qui est important. Puis, OK, le jeune qui veut jouer, exemple, du haut niveau, il va aller plus haut, il va aller plus loin, puis tout ça. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. Mais aussi, il y a les jeunes, les autres qui veulent tout simplement jouer pour jouer, s'amuser, puis tout ça. Puis lui aussi, il faut l'accompagner. C'est que dans nos régions, on a 4000, 5000 joueurs. Il faut réussir à accompagner toute la clientèle qu'on a dans notre région. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis ça m'interpelle quand tu dis, Michel, oui, le parent qui est sur le bord du but pour déranger le gardien adverse, parce qu'on l'a tous déjà vu. Mais c'est tellement quelque chose qu'on doit changer dans la culture, puis de dire aux jeunes, OK, t'as perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Voulez-vous que je parle d'une expérience de joueur? Excuse-moi, Benoît, peut-être t'es pris dans le temps, mais une expérience de joueur que j'ai vécue. Puis à un moment donné, j'étais rendu vieux, j'avais 40-45 ans, puis je voulais jouer encore 3. À un moment donné, j'ai vu qu'ils ont créé le Haut-35. Puis je voulais faire une équipe au 35. J'ai tout rappelé mes anciens joueurs. Puis les gars, ils étaient rendus vieux. Moi, j'ai commencé à coacher, j'avais 20 ans. Les gars, ils étaient au-dessus de 35 ans. Mais savez-vous, le fun qu'on avait à jouer? C'était de revoir nos amis. C'était de revoir tous les gars. Puis il y en a qui habitaient à Trois-Rivières. Moi, j'étais à Drummondville. Il y en a qui habitaient à Actonville. Puis il y en a qui habitaient à Sherbrooke. Ils descendaient à venir jouer le match avec leur chum. Michel, c'est intéressant parce que moi, j'ai organisé une équipe il y a 2 ans, au 45. On est allé perdre contre Longueuil en demi-finale. Au 45, je pense que c'était la première année du haut 45. J'ai réussi à faire un team au Lac-Saint-Jean. Ça n'a pas été évident. Là. On n'est pas dans les régions
au 45. Là, on comprend, on a battu un club allemand, puis après ça, on est allé jouer à demi-finale, on a perdu 1-0. Fait que quand même, puis les gars de Longueuil, c'est des gars qui avaient probablement ton bagage du 3A et tout ça au complet. Mais les gars, avant de passer au volet 2, je vous amène à 2 éléments que vous avez parlé. Puis, en parlant, en jasant, j'ai allumé, j'avais dans mon sac 2 livres que je me suis procurés dernièrement. Je suis à peu près certain qu'il y en a qui les ont déjà. Alors, chaque match a une histoire, hein, les gars. Les coachs universitaires, donc chaque match a une histoire. Donc, c'est un peu dans vos discours que vous parlez. Pour un match. Puis l'autre petite revue que j'ai achetée aussi, parce qu'on a parlé de victoire. Hein? Je pense que c'est Assoun Camara qui a sorti ça, la victoire. Donc, c'est des revues intéressantes, là, québécoises qui. Ça parle de foot, c'est ça qui est intéressant. Alors, on amène ça au Lac-Saint-Jean, ça parle foot au lac. Je vous amène, les gars, sur mon volet numéro 2, le volet numéro 2 de ce soir. Et je vais y aller d'entrée de jeu tout de suite. Puis le premier qui en a parlé, tantôt, j'ai ajouté mon écran, j'avais vu. Impact de Montréal, ça donne déjà la discussion vers où on s'en va. Michel, c'est toi qui as ramené le point. Tu m'as envoyé un message. Ça serait le fun de parler de CF Montréal. Écoute, je vais te laisser embarquer. Mais avant de te laisser embarquer, moi, j'ai fait mes émissions au départ. Ça parle Photo-Lac avec mes chums, comme je vous disais au début. Puis on était tous contre le move. On était tous contre le move. Alors, on était dans cet esprit-là. Là. On a regardé encore hier M. Gilmore qui a fait encore une sortie. J'ai vu dans l'article dans la presse. C'est tout qu'un dossier. Michel, je te laisse embarquer. Parler d'FC Montréal. Bon, Guy, je te dirais rebranding rapide, les gars, puis un peu la saison, comment vous voyez ça? Ben, moi, c'est sûr que le nom, ça fait drôle. Mais ce qui m'encourage, c'est un ami à tous, c'est Wilfred Nancy qui coach l'équipe. Fait que j'essaie de passer par-dessus le nom parce que Wilfred, j'ai coaché avec lui. Puis je suis tellement heureux, puis je souhaite tellement de bonheur, puis je souhaite plein de monde dans les estrades. Il doit avoir une raison qu'on ne connaît pas. J'imagine que la prise de décision qu'ils ont prise, moi-même, quand j'ai vu le nom, OK, j'ai dit encore changement de nom, encore, comme tout le monde, je vais se poser la question. Mais je pense qu'ils cherchent une identité à Montréal. Puis la journée, les Canadiens de Montréal, puis là, je vais peut-être coucher à quelque chose d'une film, mais c'est les Habs, hein, c'est les habitants de Montréal, hein, les Canadiens. Si le monde savait tout d'où parlent les Canadiens de Montréal, peut-être qu'ils changeraient de nom aujourd'hui. Mais c'est trop rendu gros. Ouais. Il doit y avoir une raison derrière tout ça, mais moi, je souhaite juste du bonheur à Wilfred parce que, je suis un entraîneur québécois qui, bon, il est français, mais écoute, ça fait, je ne sais plus combien d'années qu'il est au Québec. Un beau parcours. À Wilfred, beaucoup d'amour, puis je suis tanné de voir du roulement d'entraîneur. Je suis fatigué de ça. Fait que je sais que tu as peu de temps, je vais laisser la chance aux autres. Ah, j'ai un masse de temps, moi, les gars, c'est vous autres dans votre journée, là. Non, OK, excusez, je pensais que je ne voulais pas... Il n'y a pas vraiment de temps, les gars, c'est open. On a fini, puis on close la discussion. Allez-y, puis vous avez des affaires à dire, puis ça sera plus long pour les gens. Hein, ça sera plus long. Je n'ai pas embarqué dans les réseaux sociaux, sur les commentaires, je n'ai pas embarqué là-dedans, mais c'est sûr que tu te poses la question pourquoi. C'est bon. Surtout le logo. Moi, j'ai tout montré le logo au sport-études. Je sais que les coachs ont tout fait ça. Dans le programme sport-études, définir le logo. Les jeunes, ils voyaient la ronde, ils voyaient tout, sauf l'Impact de Montréal. Ils ne voyaient pas le ballon de soccer. Les jeunes se posaient des questions. Là. Surtout les jeunes du secondaire. Tu es au secondaire, ça veut dire que c'est l'Impact de Montréal, l'historique total, là, du début jusqu'à là. C'est ça. Fait que c'est... En tout cas, je vais laisser mes amis parler. Laissez les gars. Sébastien, est-ce que tu manques des affaires un peu? C'est pas pire? Ça rentre-tu un peu? Ça coupe énormément. Mais moi, je dois être un des rares qui déteste pas le nom, qui déteste pas le logo. Changement de logo, changement de nom, ça va avec le changement d'identité, puis justement la restructuration. Fait que, écoute, puis moi, je trouvais que je n'étais pas un fan là, du nom et du logo de l'Impact avant, là, puis donc non, je suis pas contre. Puis même chose que Michel, là, moi, Wilfred Nancy, pour l'avoir vu à l'œuvre, super coach, fait que je suis même pas inquiet pour l'équipe. Je suis pas inquiet qu'il va avoir une vision, qu'il va avoir une identité claire. Pas que c'était pas le cas avec Thierry Henry. Là. Thierry Henry n'a pas été chanceux avec le contexte dans lequel il est arrivé la COVID ensuite et tout ça. Là, donc, c'est pas pour rien lui enlever non plus. Mais non, Wilfred Nancy est dans les entourages de l'équipe depuis tellement longtemps. Puis moi, je suis convaincu que l'équipe est entre de bonnes mains. Ils ont l'air à savoir où ils s'en vont. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Là.
Olivier, toi, il me semble que tu étais contre un peu au départ. On a eu des discussions, là. Écoute, le changement de nom, bien honnêtement, oui, OK. Moi aussi, je trouve ça un peu spécial, on présente parenthèse. D'entrée de jeu, moi aussi, là, je suis content pour Wilfred Nancy. Là. Je me rappelle que j'avais fait des cours d'entraîneur avec lui là, au début de ma carrière. Puis c'est extrêmement intéressant de voir quelqu'un de chez nous qui est entraîneur-chef de l'Impact, du CF Montréal, excusez, c'est l'habitude. Même lui-même, il s'est trompé dans une conférence de presse. Tu sais, moi, je voulais aller plus en profondeur pour parler un peu de la saison, tu sais, de ce qui s'en vient. Moi, bien honnêtement, je m'attends à rien de la saison. Il faut comprendre qu'ils vont encore jouer toujours sur la route. Toujours, tu sais, ils jouent à domicile à Miami. Honnêtement, s'ils se classent en playoff, ça va déjà être très, très bon. Tu sais, Piatti est parti il y a 2 ans. OK, bon, maintenant, on a rentré Kyoto et tout ça. Taider est parti l'année dernière pour des raisons familiales. Parce qu'il disait que les quarantaines et tout ça, c'était compliqué. Tu sais, je suis bien content qu'on fasse place aux jeunes et tout ça, mais il faut qu'on comprenne que le club, justement, il est jeune, puis il ne joue pas à domicile. Fait que, honnêtement, j'aime mieux mettre des attentes beaucoup plus basses par rapport à la saison du club. Puis si jamais ils font les séries, puis ils vont plus haut, puis plus loin, tant mieux. Puis il y a le championnat canadien aussi qu'il ne faut surtout pas oublier, puis qui devient intéressant. Louis Bing a pris du coffre en masse comme défenseur central, donc il a pris de la masse musculaire. Donc, mais tu sais, bien honnêtement, moi, de mon côté, j'attends toujours un, voire deux joueurs désignés de renom, comme des Carlos Vela, des Martinez à Atlanta. Donc, J'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais ça avoir un gros nom dans la prochaine année qui arrive. Ouais, c'est sûr qu'on est dans un contexte de pandémie, mais honnêtement, là, il manque un boost. Là. Je ne sais pas, Olivier, si, mais... l'Impact, pas l'Impact, mais moi aussi, il faut que je m'habitue. Je vais continuer, mais je me mélange, je m'en excuse. Je pense qu'ils ont décidé de vendre des joueurs. Moi, je pense qu'ils vont développer. La formule. La formule, je pense qu'ils vont se donner du temps de se bâtir une culture foot. Parce que je comprends l'idée d'avoir une joie vedette. Comme quand Drogba est arrivé, tout le monde, on l'a fait waouh, puis on était content de le voir à Montréal, de le voir prêt. Mais en même temps, si on veut développer cette culture foot-là, je pense qu'il faut bâtir un club. On a peut-être trop voulu gagner. Puis là, je vais prendre les Alouettes en exemple. Là. Ils ont changé de nom, puis ils sont revenus avec le même nom. Fait que, tu sais, je sais pas, il y a une réflexion à avoir. Si j'étais directeur technique, peut-être je penserais comme lui de vendre des joueurs. Moi, les gars, pour faire du pouce encore, pour continuer la discussion, Sébastien, tu finiras après ça, ce point-là, on changera de discussion. Là. Écoute, moi, quand je vous ai parlé en début de cette discussion-là, que j'étais contre, je suis encore. Parce que moi, c'est. Michel t'a parlé de 40 ans. Moi, ça fait pas loin de 40 ans aussi. J'ai 55 ans. Ça parle foot au lac, c'est Espace Soccer. Espace Soccer, c'est quoi? Il faut comprendre c'est quoi. Moi, ça fait déjà 20 ans, Espace Soccer. J'avais un lieu, une place qu'on prenait une bière à Alma. Ça s'appelait Espace Soccer pendant les Euros, pendant les Impacts. J'avais parti ça, ce concept-là. 50, 60 personnes, une bière. Bon, le restaurant fermé, mais ça a duré 15 ans, cette histoire-là. Et moi, après ça, je me suis mis sur le web, très actif sur le web. Espace Soccer, la culture foot. Donc, l'évolution du professionnel à Montréal, je l'ai vu aller. Oui, Wilfred Nancy, oui, l'équipe Olivier, ce ne sera pas facile, une saison difficile avec les nouveaux joueurs et tout. La chimie, en plus, est à l'extérieur. À voir, mais ça va être d'un match d'une semaine à l'autre. On va gagner, on va perdre, on va gagner. On va arriver à la fin de saison, proche des séries. Si on y va, tant mieux. Mais en demeure pas moi, comme moi, j'ai fait une émission avec des Ultras. Hein, je me suis payé ça parle foot au lac avec les Ultras. Je n'ai pas parlé tantôt. 3 gars des Ultras, dont le crieur en arrière du but. Et je vous assure que les gars, ils l'ont sur le cœur, vraiment. C'est très difficile. Et pas longtemps après notre émission, les gars, tous les fans sortaient là, contre le rebranding. Bon, oui, ils tournent la page comme la chanson de René Simard, là, Nathalie plutôt. Là. Mais en tout cas, c'est encore difficile encore pour moi aujourd'hui par rapport à une histoire de 25-30 ans du développement du soccer professionnel au Québec. Tantôt, Michel, tes jeunes au secondaire, ils ne connaissent que l'Impact. Tu as parlé un peu de
refaire la culture. Ben voyons, l'histoire à travers tout ça. Moi, je me souviens, pour moi, là, Québécois, nationaliste, c'est important pour moi, je me souviens. Sébastien, je te laisse enchérir la saison de l'Impact là-dessus. Ouais, ben là, c'est... Ouais, vas-y. C'est vraiment bon ce que tu viens de dire. Ah, vas-y, Sébastien, c'est bon. Ouais, ben là, mon propos et mon commentaire est maintenant hors propos. C'était pour ajouter sur ce qu'Olivier avait dit. C'était plus, tu sais, puis ça faisait un peu un lien avec ce qu'on a parlé plus tôt, mais sans dire que l'Impact va gagner, va performer cette année. L'Impact, bon, à mon tour de me tromper. Mais je veux dire, j'ai l'impression que, comme Michel a dit, ils ont cherché longtemps à gagner. Puis oui, c'est une équipe professionnelle. C'est sûr qu'un coach qui ne livre pas la marchandise, il remet son poste en jeu. Ça, c'est certain. Mais je pense que, justement, Olivier en a parlé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans l'équipe. Puis, on entend derrière les branches qu'il y a plus de communication entre l'équipe, entre le CF Montréal puis l'académie. Fait que je pense qu'ils ont pris ce tournant-là. Puis, même s'ils n'ont pas de résultats, moi, tant que ça progresse, puis que à chaque match, on voit que l'identité est plus claire, que les principes sont mis en place, puis qu'on va vers une victoire dans quelques années, je pense que ça va être payant. Là. Moi, je suis totalement d'accord, mais il faut que la population québécoise le comprenne, ce concept-là. C'est ça le point. Il faut qu'ils comprennent que ce ne sera pas évident. C'est une équipe jeune, ils ne jouent pas à domicile. On sait, la saison, là. Michel, il me semble que je ne sais pas si tu avais de quoi ajouter sur ce point-là. Ah, tu as touché un bon point parce que la culture soccer, on a une histoire. Moi, j'ai fait des matchs, même la première avant l'Impact, c'était le FC Supra. Puis on faisait des matchs au concours contre eux. Puis j'ai pas vu beaucoup de jeunes arriver dans mes programmes avec des gilets de l'Impact. Quand ils sont petits, ils le portent, mais aussitôt qu'ils arrivent à 14, 15, 16, c'est pas l'Impact. On voit tout. On voit le Real de Madrid, on voit des nouvelles vedettes montantes dans la première ligue en Europe. C'est ça qui me dérange. Moi, il a fallu que j'explique à mes jeunes, c'est à qui Alphonso Davies. Il y a un problème de fond dans tout ça. Puis c'est là que ça m'étonne qu'on ne connaisse pas ces joueurs-là. Moi, je suis obligé de faire la promotion, d'expliquer qu'il y avait l'équipe U23 qui se classifiait aux Jeux olympiques. Pas normal. Non. C'est pas normal que j'aille expliquer ça aux jeunes. Puis le problème est peut-être lié aux médias. Hein. Ça se fait que les médias, puis j'apprécie le travail que tu fais. Je suis content de savoir tout ce que tu fais. Je le découvre ce soir. C'est dommage, je le découvre un peu tard. Parce que je vais en faire la promotion à partir de maintenant. Mais ce qui me dérange, c'est un peu ça. Puis tu sais, il y a beaucoup. Moi, je suis un Québécois d'origine qui est très impliqué depuis longtemps. Là, on est confronté à toute une paquette de culture, de DTR, de coach, de différentes. Puis il faut qu'on s'oriente. À un moment donné, l'équipe canadienne, il faut qu'elle devienne la plus importante dans notre pays. Puis après ça, c'est l'Impact de Montréal. Encore une fois, je vais dire Impact, car je suis encore plus à l'aise avec ça. L'Impact de Montréal, pour moi, devrait être l'équipe qu'on devrait supporter tout le monde. Puis ils ont fait une erreur. Moi, en tout cas, je pense que c'est une erreur de changer de nom. Je suis d'accord. Puis on ne peut pas effacer une culture derrière. Les trophées, quand ils ont fait quand ils ont fait la Coupe CONCACAF, tout ça, là, pour participer à la Ligue des champions, on ne peut pas effacer ça du jour au lendemain, cette histoire-là. Ben non. Mais justement, avant de tomber des équipes nationales, parce que tu en parles un petit peu aussi, écoute, l'histoire et tout ça, bon, c'est un débat qui... c'est ça que je voulais dire, les trois ultras, la question leur a été posée. Les gars, comment allez-vous appeler ça, vous autres, là, au stade? Comment ça va fonctionner, cette histoire-là? Les gars, c'était l'Impact de Montréal. Ça n'allait pas changer pour eux. Comme nous, on fait, en fait, là. On a tout appelé l'Impact de Montréal, mais ça reste ça. Maintenant, la suite nous dira, l'avenir nous le dira, mais les gars, en faisant du chemin, Olivier, si on veut, mettons, parce qu'on sait que c'est encore un sujet qui pourrait être très, très, très long. Hein? On a chacun de notre façon de voir ça aussi. J'aime ça, Sébastien, comme tu as apporté. Puis, il y a quelqu'un qui était un de mes chums qui m'a dit, un prof d'histoire qui, lui, il voyait mes posts un peu, il voyait mes émissions, puis il me disait, j'ai dit, ça te dérange pas, toi, un prof d'histoire, de cette histoire? Non, Benoît, moi, l'histoire, c'est autre chose que ça. Je pense pas comme ça. Je vais plus loin que ça. J'ai une autre façon de voir. Fait que, tu vois, il y a d'autres façons de voir cette façon-là.
situation-là. Chacun l'aperçoit à sa façon. Maintenant, Michel a parlé des équipes U23. J'aimerais entamer la petite discussion, les gars. U23, je peux comprendre que c'est mêlant pour les gens, les gars, que nos deux sélections nationales se retrouvent en même temps à cause du CONCACAF, probablement à cause du COVID dans les horaires, puis tout ça aussi, à jouer des matchs importants. Michel, c'est pas rien que les jeunes, il fallait démêler le monde. Je fais une chronique de radio par semaine et l'animateur qui me pose des questions, comment je dirais, il a fallu que je le démêle. C'est un gars de hockey, là, super sympathique. C'est un gars de hockey, le baseball, mais il a fallu que je le démêle dans ça. U23 aux Olympiques. Comment se fait que c'est pas les meilleurs aux Olympiques? Ça, c'est encore une autre histoire aussi. Comment se fait que c'est pas les meilleurs qui sont aux Olympiques? Ben non, la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Les gars, on attend la discussion U23 et sélection A. Sébastien, je te laisse embarquer là-dessus. As-tu regardé ça un peu? J'ai pas saisi la question, Benoît. C'est vraiment difficile. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. As-tu regardé un peu les matchs des équipes nationales? M'entends-tu? Oui. Oui, j'ai regardé le match Canada contre Mexique, donc la défaite de 2-0. Là. J'ai regardé je vous dirais le 2/3 là, de la fin du match. Au niveau du jeu, je pense que le Canada était inférieur au Mexique. Là. Ça a été un match quand même assez difficile. Par contre, moi, je trouve que nos équipes nationales, le travail qui est fait par Soccer Canada, on s'en va dans la bonne direction. Il y a une vision. Juste par le programme de reconnaissance des clubs, on attaque le problème à la bonne place. On commence la jeune, commence à entendre parler d'identité de jeu provincial. Non, moi, je suis très confiant pour les prochaines années. Puis, par rapport aux équipes nationales, oui, je suis d'accord qu'au Québec, on manque énormément d'aide et d'appui de la part des médias, mais c'est quand même de mieux en mieux. Juste qu'on en parle, nous. Bon, c'est chapeau à toi, Benoît, mais même, bon, j'ai vu passer plus de choses sur les Facebook là, par rapport à ça qu'avant, ça n'aurait pas été le cas. Là. Je sais qu'à Soccer Canada, ils savent que c'est une de leurs lacunes, puis pas de leurs lacunes à eux, parce que pas nécessairement le contrôle là-dessus, mais ils savent que c'est un des moyens pour améliorer là, cette culture-là qu'on n'a pas encore. Là. Mais non, je suis très confiant pour la suite des choses pour les équipes nationales. Vous autres, les gars, U23, sélection A, Michel, Olivier, je te laisse la fin. Ben, c'est sûr que j'aurais souhaité on a entendu les commentaires de l'entraîneur-chef, Mauro Biello, sur l'équipe qui a dit qu'il a décidé de jouer défensif et attendre l'opportunité de compter sur le moment pour peut-être gagner le match. J'ai hâte d'entendre l'inverse quand je vais entendre un entraîneur de ce niveau-là qui va tout faire pour essayer de gagner le match. Je pense qu'on manque encore de confiance au niveau canadien pour performer contre les meilleurs au monde. Puis il faut qu'on développe cette attitude-là parce que, tu sais, des arrogants comme, tu sais, quand on regarde la Première Ligue, puis je ne nommerai pas tous les joueurs qui sont arrogants qui sont dans les meilleurs au monde, mais je pense qu'il faut avoir une arrogance. Puis je suis content de voir de la performance des jeunes Canadiens qui jouent dans la première, comme Dominique, mais là, il est suspendu pour 2 matchs, Alfonso Davis, mais tu sais, voir des jeunes qui ont une certaine force pour y atteindre, ça en prend plus. Là. Puis on a regardé les U17. Quand ils ont joué contre le Brésil, je ne sais pas si vous avez vu les Balneaux, on l'a vu beaucoup les matchs avec les U17 masculins. Ça ne m'a pas rassuré. Ça ne m'a pas rassuré dans le coup d'essayer de... On n'est pas habitué de jouer contre les meilleurs au monde. Puis il va falloir qu'on joue plus souvent contre les meilleurs au monde. Moi, je vais être tranchant. Bien honnêtement, on parle de culture depuis une demi-heure. Puis honnêtement, c'est une des problématiques à la base. C'est la culture en partant. On parle des médias puis tout ça. Les médias, ils présentent un match de Boston contre Colorado un dimanche après-midi, mais il n'y a personne qui présente le match de demi-finale Mexique-Canada le soir. Bon, maintenant, est-ce que c'est Soccer Canada qui aurait peut-être dû faire des démarches avec TSN, Sportsnet, quelque chose de genre, peut-être, je ne sais pas, de ce côté-là. Deuxièmement, bon, ben, moi, je tiens juste à le souligner qu'on avait un jeune qui était formé dans notre région, qui jouait pour l'équipe U23, donc Charles-Andreas Grimm, que j'ai eu la chance d'entraîner pendant 2 ans. Donc, j'étais
extrêmement fier de le voir dans la sélection des U23. Mais tu sais, on se répète, puis Michel, t'as touché le bobo. La confiance puis l'attitude, c'est deux clés qui sont majeures puis tellement importantes. Puis je le répète, puis je l'ai dit d'entrée de jeu au départ, les jeunes du Mexique, ils jouent au foot 365 jours à l'année, dehors. S'ils veulent faire du 11 contre 11, ils en font. C'est là aussi que il y a un manque. Là. Il y a un manque. Le jeune à 12 ans, à 13 ans, au hockey, ben, il joue sur une grande glace. Il joue dans des infrastructures tout ça, qui lui permettent de jouer au hockey. Fait que nous, ben, ça va venir, mais c'est encore des années à faire avancer. Mais ce qui est important, puis je vais finir là-dessus, il y a une progression, puis ça est encourageant. Puis c'est encourageant pour 2026 surtout, avec ce qui s'en vient en Amérique du Nord. Fait que je pense que l'équipe U23 a quand même bien fait contre le Mexique dimanche. Mais c'est ça, c'est prometteur, mais il y a encore du chemin à faire. Ça, c'est définitif. Dans nos programmes nationaux. Je sais, il me semble le Mexique, c'est ce que je me trompe, je vais de mémoire, le Mexique est classé 6e au monde. Et le Canada, 80e au monde sur à peu près 300 pays, 200, le nom exact, je m'en souviens plus. Il y a des questions à se poser. Puis, j'aime pas le jeu des comparaisons, mais si on regarde le hockey, je ne sais pas combien de pays jouent au hockey, parce que je ne suis pas beaucoup le hockey. Mais mettons, si je regarde, ils sont peut-être une 20, 30 pays, là, puis ils ont fait des poules. La première division, je pense, sont 8, 10 quand ils font la Coupe du monde de hockey. Puis même les pros sont même plus là quand ils font la Coupe du monde de hockey. Mais les gens vont se battre, ils vont vouloir se battre pour atteindre ce niveau-là au hockey au Canada. Et au soccer, comme tu dis, il va falloir qu'on pousse cette culture-là. Puis il faut que les parents acceptent qu'il y a le défi à relever, les joueurs qui ont un défi à relever. Puis il y en a des choses à réussir. Mais on s'entend, c'est pas tout le monde qui va monter en haut. Mais à la base, il faut qu'on ait le goût d'atteindre ce niveau-là. Mais tu sais, la force aussi, puis ce qui a été mentionné un peu par Mike Bitulano, notre directeur du développement à Soccer Québec, qui est dans le staff du U23, c'est qu'au Mexique, puis tous les pays d'Amérique centrale puis d'Amérique du Sud, ils ont un championnat. Ils ont un championnat D1. Les gars, ils jouent là, dans leur championnat. Fait que c'est quand même une force qu'ils peuvent avoir aussi qui aide au niveau, après ça, quand tu fais des regroupements pour les activités de la CONCACAF. Mais bref, bien honnêtement, on est dans le droit chemin. Il y a encore du chemin à faire. Là, on parle des hommes, parce qu'on pourrait parler des femmes aussi. Parce que de ce côté-là, ça va extrêmement bien. Mais tu sais, au niveau des hommes, il y a du chemin à faire encore. Puis je pense qu'on rentre tous dans la même direction. Puis on travaille tous fort par rapport à ça. Mais les femmes, il faut continuer à travailler fort pour les autres pays progressent bien. Ils ont commencé à investir beaucoup. Puis il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que c'est important. Les femmes... faut les maintenir en haut, qui nous ont donné la voie à suivre. Oh oui, c'est deux mondes parallèles, là, les équipes, les sélections féminines et les sélections nationales masculines. Écoute, quand j'entends ça aussi, c'est ça s'en vient, mais ça fait comme. Oui, on le sait que ça s'en vient, mais ça fait quand même un petit bout de temps qu'on entend ça, cette rengaine-là. Là, c'est le jour de la marmotte, ça, là, on la connaît, là. En tout cas, ça s'en vient, effectivement. Les Olympiques cet été, les filles, on sait qu'ils sont qualifiées. Bon, les gars, on a manqué notre coup. Dommage, James Pantemis avait fait un bon match. Ça passe à la 58 ou 60e minute. Puis, Caroline, je me posais la question, est-ce que le défenseur aurait pu bouger un peu plus vite pour ramasser? Je regardais les reprises, il aurait un petit peu se grouiller un peu pour ramasser la balle, tu sais. Il a été figé de recevoir la balle, mais elle n'était pas elle n'était pas belle, tu sais. Fait que le but 1-0 après ça, ben ça... le Canada a défendu tout le long du match, mais c'était ça le plan quand même. Bon, mais les gars, si vous avez d'autres points à ajouter, levez la main. Sinon, on terminerait notre rencontre avec vos prédictions. Ligue des champions, quart de finale. Je vais essayer de vous le montrer, le tableau. Comme ça va nous aider un peu. J'espère que je vais être meilleur que tantôt. Vous me direz si c'est ça. Est-ce que c'est bon? Oui. OK. Ben, regarde, les gars, les quarts de finale sont la semaine prochaine. Match aller 6 avril et le 7 avril, des deux autres matchs. Et la semaine d'après, 2 quarts de finale. Bon, ben les gars, allons-y rapidement. Michel, qui remporte les quarts de finale? Tu vois 4 quarts de finale? Dis-moi qui sort dans les quarts de finale.
Moi, je vais y aller avec l'émotion à cause des personnes que je connais qui sont à l'intérieur. Manchester City, Real de Madrid. Je suis embêté avec Porto et Chelsea, mais je vais prendre Chelsea parce qu'ils sont peut-être plus guerriers, mais techniques Porto. Mais je vais y aller pour le Bayern parce qu'Alfonso, même s'il est suspendu pour 2 matchs, je vais prendre le Bayern. Je vais vous rajouter un élément, Michel. Lewandowski, blessé pour annoncer pendant les qualifs au Qatar, pendant la dernière pause internationale. Là. Alors, Lewandowski va manquer, je pense, 1 mois. Pas sûr d'être là contre le PSG. Donc, à voir, en tout cas, là, la suite de ça. Vas-y, Olivier, toi, t'es pas dit... Oui, vas-y, excuse, Michel. Là, j'ai confiance avec le caractère des Allemands. Il y a un caractère que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, j'ai 3 gilets du Bayern de Munich dans mon garde-robe ici. J'aurais dû le porter ce soir. Ah oui. Olivier, toi, t'es 4 gagnants pour les quarts de finale. Ben, moi, honnêtement, mon cœur va avec Dortmund sans hésitation. Ça, c'est définitif. Ensuite, au niveau du Real Madrid, je pense qu'ils vont l'emporter contre Liverpool. Je pense que ensuite, Chelsea contre Porto, je vois Chelsea l'emporter aussi. Puis au niveau du Bayern puis du PSG, ça va être chaud à mes yeux, mais vraiment chaud. Désolé, Michel, mais moi, je vois le PSG passer, même si c'est à contre-cœur. En France, je préfère beaucoup Lyon, mais je pense que le PSG va passer. Avant d'aller à Sébastien, les gars, à la fin, après ça, on va refaire un tour de table de votre champion, OK? On finira avec le champion. Alors, Sébastien, ton tour de table, tes demi-finalistes? Eh bien, Man City contre Dortmund, je pense qu'ils vont l'emporter. Pour ce qui est de Real Madrid, Liverpool, ben, je ne peux pas ne pas dire que Liverpool va gagner. Donc, Liverpool passe. Puis, Porto-Chelsea, moi, je crois en la surprise. Je crois quand même Porto, jusqu'à maintenant, ont un bon tournoi. Puis Chelsea, je pense que dans les adversaires qu'ils pouvaient affronter, c'est ceux contre lesquels ils ont le plus de chances. Bon. Oui. Liverpool est fragile, mais Liverpool l'emporte coûte que coûte. Là. Puis Bayern contre Paris, je pense que c'est quand même assez... ça va être serré, mais Bayern a plus de ressources, plus de profondeur. Ben, je vais me lancer aussi. Écoute, de mon côté, Man City, Borussia Dortmund, Man City, Guardiola. Man City n'a jamais gagné la Ligue des Champions. J'aimerais ça les voir gagner ce quart de finale-là. Pour rappeler le jeune Alan, je crois, là, Borussia Dortmund, qui est la vedette montante avec Mbappé, sa planète foot, donc à surveiller. Moi, je prends Man City. Real de Madrid, Liverpool. Je vais y aller avec Zidane. Écoute, mon joueur depuis les 10 dernières années, c'est Messi, mais avant, c'était Zidane. Et depuis qu'il est entraîneur, il faut que je vous le dise, les gars, je suis allé avec des jeunes d'Alma à mon école secondaire, à Option Soccer, à faire des entraînements sur le site d'entraînement du Real Madrid. Et je suis allé voir le musée. Et je peux vous assurer que quand tu rentres là-dedans, c'est incroyable. Donc, Real Madrid. L'autre quart de finale, Portugal-Chelsea. Portugal ont battu Juventus, hein, quand même, Ronaldo. Je vois Chelsea avec, Giroud à l'attaque. Giroud, on l'embarque, il est dangereux tout le temps. Je vois Chelsea qui remporte. Et l'autre, moi, pour moi, le favori est le Bayern. Mais avec la nouvelle de Lewandowski, c'est vrai qu'ils sont forts. D'ailleurs, Davis avec le Canada qui ont gagné 11-0. Incroyable. C'est sûr que ce n'était pas des grosses nations, mais quel joueur quand l'équipe n'est pas forte de l'autre côté. Incroyable. J'ai hâte de voir. Mais PSG, c'est la finale de l'année passée, les gars. Hein? Tu vois que PSG, moi, la chance de Lewandowski. Donc, PSG, selon moi, va gagner. Les gars, on termine ça. Votre grand gagnant, on termine ça avec ça. Michel, ton gagnant. Moi, je vais aller avec Zidane. J'ai pas le choix. Je suis sûr qu'il va changer. Il va encore trouver un moyen. Il va créer l'histoire encore. C'est incroyable comment il réussit à rassembler les joueurs pour une cause. C'est fou. Ouais. Je sais pas. Il y a quelque chose de magique, ce gars-là. C'est bon. Olivier, t'es gagnant? Real Madrid aussi. Bien honnêtement, moi, mon joueur là, que j'adore, j'idolâtre, c'est Luka Modric. Fait que, bien honnêtement, je suis convaincu que le Real Madrid va l'emporter. Yes. Sébastien?
Ben, pour moi, la meilleure équipe parmi ces 8-là, c'est Manchester City présentement. Ils sont vraiment dominants. Bon, il y a 3 équipes anglaises qui sont parmi les 8, puis ils trônent au sommet de la Ligue anglaise là, avec beaucoup de points d'avance. Par contre, ils n'ont pas l'habitude d'exceller en Ligue des champions. Fait que si c'est pas leur année, ben, moi, je pense que les champions à titre sont là pour rester. Fait que c'est Man City ou Bayern, mais les Man City, là, je pense que c'est leur année cette année. Là. Ils jouent tellement bien, puis ils ont des joueurs présentement là, qui vont tellement bien que ça va être dur de les battre. Effectivement, Man City, moi, je les mets aussi. Zidane, je le garde en finale contre le PSG. Tiens, Neymar et Mbappé, est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? Je lui souhaite, c'est sûr que quand on parle de cash, on élimine l'histoire de cash. Là, okay? On regarde les matchs, là, on regarde les rendez-vous, là, parce que ça n'a pas de bon sens, là, le foot business et tout ça. Là, mais je vais y aller avec le PSG, un deuxième club français qui remporte une Ligue des champions en Europe. Alors, c'est la long shot peut-être. Fait que ça terminera un peu notre discussion, un peu, les gars. Vous avez des choses à ajouter, mais je suis bien content de vous avoir eu avec moi ce soir. Ça parle foot au lac avec les DT de 3 régions. Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Sylvestre, Olivier Chartier dans ma région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis Michel Couturier, Centre du Québec. Les gars, je vous remercie beaucoup. Et au plaisir de se rencontrer, les gars, et de se revoir, Olivier. Merci beaucoup. Merci à toi, Benoît. Merci à toi, Benoît.